Oh là, ça vient de très très loin, la construction européenne. Ça vient du désir très profond d'unité qui anime les nations européennes quasiment depuis l'époque où elles sont divisées. Mais pour faire beaucoup plus simple et beaucoup plus historique, ça vient surtout du traumatisme de la Grande Guerre, de la guerre de seconde, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, parce que finalement c'est un grand continuum, une grande guerre civile. Et après 1945, le plus jamais ça, qui est grosso modo articulé sur Auschwitz, mais pas seulement, et sur les décennies en fait d'horreur et d'ensanglantement du territoire européen, se disent que peut-être qu'il faudrait changer un certain nombre de choses. Ça, c'est la première source majeure de la construction européenne. La deuxième, c'est évidemment le besoin de coopération très fort pour faire face non plus aux fantômes du passé, mais aux menaces du présent. Le fantôme du passé, c'est la guerre, la menace du présent, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique fait que les pays d'Europe occidentale principalement, mais pas seulement, répondent positivement à l'appel américain qui est le plan Marshall en fait. Et la contrepartie du plan Marshall, qui était en fait énormément d'argent pour reconstruire les économies européennes, c'est la coopération. Et avant même qu'on ait une union, enfin une communauté européenne et une union européenne, on a d'abord des éléments de coopération. L'organisation économique européenne de coopération. Extrêmement importante parce que c'est quelque chose qui démarre en fait un autre régime de régulation des rapports internationaux dans un continent qui jusqu'ici n'a connu qu'une seule forme de règlement de ces différends internationaux, la guerre. On est tous un peu africains hein, quelque part, puisque c'est de là que l'humanité prend ses origines. Alors en fait, j'avoue, je ne connais pas en détail le fonctionnement de l'Union africaine, mais ce que je vois, c'est qu'il y a deux énormes différences. La première, c'est que l'Union africaine est fondée, comme beaucoup de ses modèles, sur des modèles de coopération qui respectent beaucoup trop la souveraineté des États. Je pense à l'ASEAN par exemple, ou au Mercosur, qui sont d'autres exemples de copies en fait de ce sur quoi fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne, il faut bien se pénétrer que c'est une construction juridique. D'abord une construction juridique, et avant tout une construction juridique. C'est la force du droit qui remplace le droit de la force. C'est essentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner, et c'est très important, que si les États membres ont deux qualités principales. La première, c'est celle d'avoir un état de droit fonctionnel. Et ce n'est pas pour rien que ça fait partie des critères essentiels d'accession à l'Union européenne. Il faut avoir un état de droit fonctionnel et une démocratie fonctionnelle. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne, avec la Pologne en particulier, mais pas seulement, avec la Hongrie, avec la Roumanie et autres, ont tous partie liés à la faiblesse des institutions, à la faiblesse des contre-pouvoirs et à la difficulté de faire vivre un état de droit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est absolument indispensable, c'est que les États membres de cette construction juridique aient la volonté de mettre en commun des éléments de leur souveraineté. S'il n'y a pas de volonté de mettre en commun des éléments de sa souveraineté, alors il ne peut pas y avoir d'union, qu'elle soit africaine, européenne ou asiatique ou quoi que ce soit. Et ça, c'est essentiel. Et ça, cette volonté de mettre en commun quelque chose, elle peut provenir de plein de raisons. Elle peut provenir de la peur de l'histoire, elle peut provenir de la peur du présent, elle peut provenir aussi de la peur de l'avenir. Par exemple, le changement climatique est quelque chose qui nous impose une coopération évidemment continentale, mais une coopération mondiale. Donc à un moment ou à un autre, il faut bien renoncer à quelques éléments de sa souveraineté si l'on veut parvenir à quelque chose. Tant qu'il n'y a pas cet élément-là, on n'y arrive pas. Et c'est l'un des problèmes que l'on a. Donc la différence entre l'Union européenne et l'Union africaine sur la substance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur le principe, elle est là. Volonté et état de droit. Et je crois que c'est pas parce qu'il y a des gens qui critiquent que la chose est nécessairement mauvaise. Moi, je ne veux pas faire le marxiste de base, mais il y a quand même un sens de l'histoire qui va vers l'intégration continentale et mondiale. La mondialisation, elle ne peut pas être que financière et économique. À un moment ou à un autre, il faut qu'elle soit aussi politique, mais au sens propre du terme. Il y a quand même des éléments. On a tous les 4 ans, on a le monde entier a les yeux rivés sur l'élection aux États-Unis. Bon, c'est quand même une forme d'intégration. Or, nous, on subit les décisions qui sont prises aux États-Unis et on n'a pas le droit de vote aux États-Unis. Prenons exactement ce qui se passe au niveau européen. Au niveau européen, on considère qu'on subit tout ce qui se passe
pris par Bruxelles, les décisions qui sont prises par Bruxelles, alors dans ces cas-là, on a notre mot à dire sur l'orientation politique des institutions européennes. Et ça s'appelle, elle se fait à deux moments. Elle se fait au moment des élections nationales, puisque les gens qu'on élit au moment des élections nationales siègent au Conseil européen et au Conseil de l'Union européenne, donc portent une parole nationale dans les institutions européennes, première chose. Et deuxièmement, tous les 5 ans, au moment des élections parlementaires européennes, où là on envoie des citoyens représenter des citoyens, et donc des parlementaires européens. Donc je ne veux pas faire d'angélisme, évidemment, ce sont des processus historiques, mais les processus historiques prennent du temps. La Révolution française donne le droit de vote aux hommes, et elle dit qu'elle est universelle. Il faudra 170 ans pour que les femmes aient le droit de vote en France. Est-ce que la Révolution française est pour autant mauvaise? Non, elle est incomplète, inachevée. Tous les processus historiques prennent du temps. Tous, quels qu'ils soient. Et la démocratie, et la construction d'une démocratie au niveau continental, ça fait partie de ces processus. À l'intérieur du Conseil, il y a 2 façons de voter. En fait, plus exactement, il y a 3 façons de prendre des décisions. La plus courante, et qui est celle qui parle pour les chefs d'État et de gouvernement, c'est le consensus. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord, mais il n'y a pas d'objection. Ça, c'est la première chose. C'est très très vrai, surtout parce que l'objectif, c'est d'arriver à des impulsions politiques pour l'ensemble de l'Union. Maintenant, sur le Conseil de l'Union européenne, il y a 2 possibilités. Il y a effectivement l'unanimité, et l'unanimité se prend sur tout ce qui touche directement aux intérêts vitaux des États. Et là, on a au moins 2 sujets majeurs. La fiscalité, aucune décision sur la fiscalité européenne ne peut être prise si elle n'est prise à l'unanimité. Et le deuxième, c'est celle de la politique étrangère. En fait, il y en a une troisième qui sont les sanctions dites de l'article 7 pour manquement à l'état de droit. Là aussi, il faut l'unanimité des États. C'est-à-dire que si on décidait de punir la Pologne ou la Hongrie pour manquement à l'état de droit, il faudrait avoir l'unanimité moins la Pologne ou la Hongrie. Okay. Mais évidemment, à partir du moment où il y a plusieurs pays sur la sellette, l'unanimité est plus difficile à atteindre. Ça, c'est une première configuration. La deuxième, elle est un vote à majorité qualifiée. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit un vote où les États qui votent en faveur représentent un petit peu plus que la majorité des États. On veut qu'ils représentent une majorité des États et une majorité de la population. Parce qu'il y a 27 États, mais grosso modo, si vous prenez les tailles de population, on a 5 grands États qui sont entre 65 et 80 millions d'habitants, puis un autre État à 20 millions à peu près avec la Roumanie, puis ensuite les Pays-Bas qui sont à 15-17, ensuite toute une brochette de petits États à 10 millions d'habitants, et puis ensuite ainsi jusqu'au Luxembourg qui fait même pas un demi-million d'habitants. Donc si on donne le même poids au Luxembourg qu'à l'Allemagne, il y a un moment ça va coincer. Donc on leur donne la même capacité d'intervenir dans le débat, la même force de conviction, mais lorsqu'il s'agit de prendre la décision à majorité qualifiée, alors dans ces cas-là, la voix de l'Allemagne, la voix de la France et la voix des grands pays pèsent autant que leur population. La politique de coopération, elle est régie par des programmes, elle est régie par des instruments, avec des budgets, et donc tout cela, s'il y a des oppositions de la part des États membres, il fallait qu'ils les s'opposent avant. En revanche, à quel moment? Au moment de la définition de cette politique, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a voté le budget, en disant « moi je veux moins d'argent dans la coopération » ou « moi je veux plus d'argent dans la coopération ». Voilà un exemple. Il peut y en avoir d'autres lorsqu'on dit qu'on va faire des programmes spécifiques pour le voisinage européen. Là, on peut dire « oui, mais moi je ne veux pas de politique de voisinage qui ne soit pas articulée sur, par exemple, l'adhésion à l'Union européenne ». Quelques exemples. Mais ça, ce sont des instruments qui sont gérés par la Commission européenne et qui sont contrôlés par le Parlement européen. Et donc, il n'y a plus besoin en fait de l'unanimité. On est sur du policy classique. Mais en gros, les questions de politique étrangère qui sont au Conseil, prenons un exemple très simple et qui est légèrement dans le passé, les sanctions à l'égard de la Russie. Oui. S'il n'y avait pas d'unanimité sur les sanctions, ça serait impossible.